Bon, merci beaucoup tout d'abord à la Fédération française pour l'invitation et puis à Olivier. J'espère qu'on peut apporter un petit truc au badminton français. Je sais bien qu'on est un petit pays badiste, mais bon, c'est vrai qu'on commence à avoir de petits résultats et je crois que c'est justement par rapport au système qu'on a mis en place depuis quelques années. Bon, donc moi je parle français parce que j'ai vécu en France pendant 1 an et demi et j'ai fait une partie de mes études universitaires à Orsay, notamment un DEA en STAPS, donc j'ai une formation STAPS et donc toutes les recherches que j'ai fait pendant mes études, soit licence, maîtrise, DEA et puis doctorat, j'ai pas fini d'ailleurs à cause du travail. Et on versait sur le badminton. Donc moi, je suis un entraîneur de badminton, je crois que j'ai toujours été, même quand j'étais un joueur. D'ailleurs, je n'étais pas un joueur très bon. Et je crois que c'est à cause de mon entraîneur. et puis, donc voilà. Donc on va commencer. Comme David il a dit, moi j'arrive en Espagne en 2004. Et la situation... ça fait un peu bizarre ça. Okay. Donc l'analyse, on va faire une petite analyse de la situation en Espagne. Donc très peu des licences, c'est 7000 joueurs, c'est pas terrible. Et par contre il y avait des joueurs qui sont plus âgés, des gens que tout le monde connaît en Espagne, qui ont un très gros poids sur la vision, sur la philosophie du badminton national. Pas beaucoup d'entraîneurs qui ont une bonne formation, soit universitaire, soit en brevet d'État. Et surtout, le peu qu'on connaît, on n'a pas l'habitude de le partager. Il y a un gros mystère dans la méthode d'entraînement de chaque entraîneur. Et ça, c'est pas bien. Et surtout, il y a une concurrence entre les CTD qu'on appelle, c'est les pôles sport espagnols et le centre national. C'est-à-dire, tout le monde veut faire de la haute performance, du haut niveau. Tout le monde veut avoir des joueurs pour qualifier au JO, même si on n'a pas les moyens, pas le chrono horaire, les connaissances, les compétences, etc. Mais tout le monde veut faire la concurrence avec le centre national. Il y a une absence de travail en équipe affreuse et une influence asiatique très forte. Avec ça, je ne veux pas critiquer, je ne critique pas l'approche asiatique, chinoise, on peut le dire, ça marche très bien en Chine, apparemment, mais moi je ne crois pas que ça soit le moyen pour l'Espagne. Déjà, il y a 7000 licenciés. En Chine, je crois qu'il y a 400 millions de gens qui pratiquent le badminton. Donc, ça change un peu. Et surtout, ça fait longtemps qu'on joue au badminton en Chine. Donc, notre niveau, en 2004, était vraiment moyen. En structure, comme David il a montré, et surtout en résultat. Au niveau de résultat, on avait 0 médaille au niveau international. Donc pour moi, j'arrive en Espagne et moi, c'était vraiment le paradis. Moi, je peux travailler. On ne peut pas être pire. On a 0 médaille. Donc si on travaille bien, on met des choses en place d'une façon différente, on peut avoir la chance d'avoir des résultats. Ouais, les gens, je me souviens quand j'arrive au premier séminaire comme ça avec des entraîneurs, j'ai dit bon, pourquoi pas, on pourrait avoir des médailles aux Européens, aux championnats du monde. Putain, mais il est fou. Lui, il est vraiment, on est l'Espagne. Mais alors, ce problème culturel, on est l'Espagne, c'est le premier problème qu'on a dû résoudre. Et ça, c'était vraiment difficile. Donc, on a fait un planning en parallèle, on peut dire, c'est-à-dire il faut qualifier pour les JO, mais surtout, il faut développer les jeunes joueurs. Donc on a créé ce qu'on a appelé une équipe pré-olympique. Je ne sais pas si c'est du français, mais bon, c'est avant les JO, donc on peut essayer de qualifier.
et deux simples dames pour assurer la qualification. Mais surtout, ce qui était très important, c'est de dessiner un vrai programme de développement en Espagne, et notamment voilà con el badminton et se busca campeón. Et aussi une mesure très controversée, c'est que chez les équipes nationales, puisqu'on n'a pas beaucoup de joueurs, il y a des joueurs juniors qui commencent à être très forts et qui commencent à avoir un bon niveau par rapport aux seniors. On a mis en place un système des sélections. C'est moi ou c'est vous? C'est l'ordi, je pense. Oh, karaoké. Ouais. Donc, si on a le même niveau, si un junior ou un cadet a le même niveau qu'un senior, on va choisir pour l'équipe nationale les jeunes. Oui, c'est un peu, ça c'est controversé, on est tous d'accord, mais en 2004, le meilleur joueur espagnol c'était quoi? C'était ça, c'était le meilleur joueur espagnol. Rien de plus. Maintenant, le meilleur joueur espagnol, c'est Pablo Avian, il a été 20e mondial. Ça change un peu. Avant, le meilleur joueur espagnol, bon, on ne sait pas trop comment il était. Mais donc, on a essayé de commencer à travailler avec des jeunes joueurs. Donc, ce qu'on a fait, surtout pour mettre en place un projet à long terme, c'est faire une analyse de on a besoin de quoi pour avoir des médailles. Donc très long terme, David vous a montré le chemin jusqu'à 2020, donc ça c'est notre but, d'arriver en 2020 avec des médailles, et surtout des stratégies, et, des mesures d'évaluation et des stratégies de correction des buts et des actions mises en place pendant les périodes olympiques. Donc j'arrive et puis David il disait tout à l'heure, je râle tout le temps, David, les joueurs sont pas assez bons. Ils arrivent, ils ont des erreurs techniques, tactiques, on met trop de temps à essayer de faire comprendre les jeux, ça marche pas. Donc, comme je dis, lacune technique et tactique des joueurs, mais en fait, c'est pas les jeux, c'est pas la faute des joueurs, c'est la faute de nous, les entraîneurs. Si on n'apprend pas, si on n'a pas la formation, on n'est pas capable d'enseigner. Donc ça met en évidence la manque des connaissances des entraîneurs. Et donc ça fait un cercle vicieux. C'est-à-dire au club, on a des entraîneurs qui ne sont pas formés, donc ils enseignent aux joueurs, mais les joueurs ont un niveau moyen, mais les meilleurs, ou les moins pires, ils arrivent au pôle sport, et au pôle sport c'est exactement la même chose, mais au niveau supérieur. Donc au centre national, on consacre trop longtemps à essayer de modifier la technique, la tactique, etc. Mais ça ne marche pas. Donc si on reste dans ces logiques-là, on est mort. On est vraiment mort. Donc c'est pour ça qu'on essaie de travailler sur la formation d'entraîneurs en première place. Pour moi, c'était vraiment une urgence. C'était vraiment la chose la plus importante. Et on l'a fait lors des séminaires de formation en activité Se Busca Campeón. Ça, c'est les stages d'entraînement pour les joueurs. Donc, on amène aussi les entraîneurs et on donne une formation en continu. Il y a notamment des stages d'entraînement régional, c'est organisé par les fédérations régionales. Il y a 4 stages d'entraînement interrégional qui sont organisés par la Fédération espagnole de badminton, et donc nous on fournit des professeurs pour faire des séminaires, et puis il y a 3 stages d'entraînement national, et aussi on fournit des contenus de formation à chaque fois. Il faut dire qu'il y a, je veux revenir tout à l'heure avec ça, aussi quand il y a un stage d'entraînement d'équipe nationale,
soit moi, soit des entraîneurs étrangers, on était invités pour faire des cours, pour enseigner les entraîneurs des joueurs qui ont été sélectionnés. Et au tournoi minime et cadet en Espagne, on a envoyé un entraîneur qui est payé par la fédération pour faire une formation pendant la pause du tournoi. Et un concept qu'on a développé, c'était le Top Clinic, c'est pour les entraîneurs des pôles espoirs. Et régulièrement, on se réunissait à Madrid, on invitait des gens des champs différents, c'était très multidisciplinaire pour essayer d'organiser mieux la formation d'entraîneurs tout en urgence. C'est-à-dire, ça, c'est pas la formation du brevet d'État. Ça, c'est des formations alternatives comme une solution d'urgence. Et aussi, on a essayé de faire une captation un peu plus précoce des jeunes joueurs. C'est-à-dire, en même temps qu'on développe les entraîneurs, ça met du temps. Donc les jeunes joueurs qu'on sait, on croit qui ont du potentiel, on essaie de les ramener au centre national pour ne pas les perdre. Parce qu'on ne peut pas perdre du temps. David il nous disait, c'est clair qu'il faut avancer plus rapidement que le reste si on veut avoir des médailles, avant qu'il meure. Et toi? C'est le chef, donc il faut le faire. Donc évidemment, ça ramène des réactions. Il y a des réactions des joueurs, je qualifie les plus anciens, les joueurs qui ont été un petit peu discriminés, on peut dire, et les entraîneurs qui n'étaient pas contents parce que du coup, il fallait travailler encore plus pour très peu d'argent. Donc il y a eu beaucoup d'opposition et ils ont essayé de discréditer tous les projets en disant voilà, on est les meilleurs, on va pas à l'équipe nationale, etc. Mais surtout, ce qui nous inquiétait un peu plus, c'était les entraîneurs. Il y avait des entraîneurs qui ont resté hors système parce qu'ils n'ont pas été intéressés, ils n'ont pas cru à nous, à notre projet, à notre changement, à notre mentalité. Mais par contre, il y a eu des entraîneurs qui n'ont pas été des joueurs avant, des joueurs, des très, très bons joueurs, qui nous ont accompagnés dans un nouveau développement de nos idées. Donc évidemment, vous connaissez cette diapo. Ça, c'est vraiment le plus important de ce qu'on a fait à la Fédération espagnole. C'est la campagne de promotion en coordination avec j'ai mis un programme de technification, mais c'est vraiment un programme de développement technique, selon il me corrigeait Olivier. Et donc, évidemment, il y a une coordination. Il faut avoir une coordination très, très importante. David, il en a parlé déjà. Mais ce qui est important, c'est que voilà comment le badminton fournit des joueurs au club Se Busca Campeón, et de là, on peut avoir accès, ou ils peuvent avoir accès au club, au développement technique, au haut niveau en fait. Donc ça serait les structures. Donc le programme intégral de développement voilà que le badminton Se Busca Campeón en coordination avec les coordinateurs dont David parlait tout à l'heure. Donc le vrai champion, c'est le programme. Et pourquoi pour moi ça c'est la clé du succès du badminton espagnol? Parce qu'on établit un lien entre la familiarisation, les cours d'EPS à l'école et le développement technique au pôle espoir. Et puis ça c'est l'accès pour la haute performance. Mais surtout parce qu'on a intégré les joueurs et les entraîneurs dans la même procédure, c'est-à-dire en parallèle. Il y a pas, on peut avoir de bons joueurs, mais pour les développer, il faut des bons entraîneurs. Donc pour nous, la formation des entraîneurs, ça a été toujours très 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 importante. Donc le programme en soi-même,
400 joueurs. Le plus important du programme, c'est qu'au début, la première phase, on en a 400 joueurs. Et puis après, il y a le stage d'entraînement régional, interrégional et puis national. Donc à la fin, on fait les 3 stages d'entraînement national organisés par la Fédération espagnole avec 30 joueurs. Et voilà, vous avez la carte d'Espagne avec les centres où on peut avoir ce Busca Campeón. Et donc, les ressources humaines, c'est les 50 entraîneurs des clubs SBC, un entraîneur responsable qui coordonne les SBC régionaux, un coordinateur salarié parce que FESBA est responsable de l'ensemble du projet et Pôle Espoir, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui pas seulement organise le programme de développement technique, mais qui est capable de l'intégrer vers les pôles sport. Le DTN, qui est en charge de la logistique du projet, et moi-même, en charge de la formation et des contenus, du développement des contenus et des livres, de l'écriture des livres pour les entraîneurs. Donc, la source des formations et en fait, ce programme, tout d'un coup, devient un point en commun entre tous les entraîneurs. Tous les entraîneurs adorent le programme, tous les entraîneurs, les jeunes entraîneurs adorent être formés. Et on commence à avoir un langage en commun qui est très très difficile. On commence à travailler en équipe, on commence à partager les connaissances. Et ça, c'était le pas le plus dur. C'est-à-dire qu'on commence à travailler pour un but en commun. Et ça, c'est vraiment bien. On a eu du mal au début à cause des réactions face au changement. Mais tout changement développe une crise qu'il faut manager. Donc maintenant, la crise c'est fini, donc on commence à parler la même langue et c'est à travers de la photo que vous avez là, c'est à travers d'un CD des contenus, c'est U11 et U13 qu'on a développé il y a quelques années et le reste c'est en fait les contenus que les joueurs doivent maîtriser et un peu comme vous avez ici en France, c'est comme aux arts martiaux, des couleurs, des ceintures, mais ici c'est des couleurs des grippes. Donc si on sait comment on fait des amortis au filet, des amortis croisés, etc., on a une couleur. Si on fait des dégagements, etc., attaquants, on a une autre couleur. Donc il y a l'entraîneur salarié de la Fédération espagnole de badminton qui examine les joueurs. Et aussi une création d'un glossaire pour justement parler la même langue. Mais voilà le cercle infernal. Donc oui, donc on a des entraîneurs pas bien formés, des joueurs qui sont pas top. Mais les moins pires, ils vont au CDD et comme ça se passe au centre national. Mais dans un premier temps du programme SBC, on voyait que la progression des joueurs n'était pas assez rapide. Donc ce qu'on a mis en place, c'est en fait le mini-badminton. Pour moi, le mini-badminton, c'est aussi une histoire. Ouais, vous voyez, il y a une grosse table. J'ai mis 7 ans à convaincre les entraîneurs espagnols de l'importance du mini-badminton. Et j'ai utilisé des données scientifiques, parce que moi, mon parcours vient de l'université. J'ai essayé de convaincre par rapport aux théories des contraintes de Newell, mais ça, c'était du chinois, donc ils n'ont pas apprécié. J'ai essayé de les faire jouer dans des terrains de volleyball pour qu'ils voient comment un gamin peut se sentir sur un terrain de badminton. Et un jour, j'étais à Grenade, je viens du sud de l'Espagne,
Et au Parc des Sciences, il y avait une exposition, comment les gamins voient la vie, comment les bébés voient la vie. Voilà. Ça, c'est une table géante. Donc je suis allé à l'expo avec les 2 enfants d'un copain à moi. Et j'ai vu ça, j'ai dit, voilà, je vais prendre des photos, je vais essayer de les convaincre aux entraîneurs encore par rapport aux adaptations qu'un gamin doit avoir. Parce qu'un gamin, il ne peut pas s'asseoir là, il ne peut pas manger là. Et aussi, j'ai essayé de toucher un petit peu, parce que les Espagnols, on est des chauvins aussi. Hein. Et donc, on est fort en moto, voilà, il y a des mini-motos. On est fort en Formule 1, on a des mini-cartes. En basket, on a un mini-basket. En tennis, il y a des adaptations au tennis. Et au foot, il y a aussi le foot à 7. Donc, quand ils ont vu, voilà, ah oui, des bons résultats, il y a des adaptations, ils ont commencé à réfléchir. Donc, on a fait finalement un brouillon pour essayer de mettre le règlement du badminton. Donc, on a réussi à l'avoir en 2011. Et donc, à partir de maintenant, on a des compétitions moins 11 ans qui se déroulent en mini-badminton. Il y a eu des adaptations à la hauteur du filet, à 1m30, et puis en simple, on joue en demi-terrain sans derrière, et en double, on joue sans derrière et sans couloir de côté. Donc le premier tournoi, c'était la saison précédente. Donc, dans ce parcours que vous connaissez jusqu'à 2020, et c'est là où on veut avoir des médailles, il y a des corrections des buts grâce à un changement de mentalité et une correction de la vitesse pour les accomplir. C'est-à-dire, on sait quand on veut arriver, on sait où on veut arriver, et comme ça, je ne veux pas dire que c'est facile, mais au moins on peut mettre les moyens pour y arriver, et surtout on peut évaluer où on est. Et s'il faut aller un peu plus vite, si on est bien, et il faut faire des adaptations. Un autre changement qu'il y a eu à la fédération, c'est les relations entre le côté politique et les entraîneurs. Pour moi, une fédération, c'est comme un sandwich. Il y a pain, il y a l'intérieur, jambon, fromage, très bon, et du pain aussi. Donc, le pain, c'est le bureau fédéral, le jambon, les entraîneurs, et le pain, c'est les joueurs de badminton. Donc nous, les entraîneurs, on est en plein milieu. Nous, on doit répondre au bureau fédéral, mais il faut être là pour les joueurs. C'est quand même une tâche assez difficile. Et, les athlètes, ils s'entraînent, ils font la compétition. Le bureau fédéral, il prend les décisions. Et nous, on exécute ce qu'on dit. On n'a pas trop le choix. Donc les entraîneurs, on agit sur les athlètes, mais on n'a pas accès direct à la prise de décision. Ce qui est normal, les élus ils sont pour ça. Par contre, on devrait avoir la capacité d'influencer les décisions. Pour justement avoir des décisions correctes pour nos joueurs. Par contre, ça, c'est parfois difficile. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir parler directement avec le président parce qu'il est en charge de la haute performance. Mais avant, j'ai aussi rencontré des problèmes de langage avec le vice-président qui était en charge de la performance. On ne parlait pas la même langue, forcément c'est un problème à moi de ne pas m'adapter. Donc maintenant, il y a eu un petit changement dans la relation politique-sportive et qui fait que la prise de décision soit plus agile, plus directe et très objective. Et pour moi, ça c'est aussi
à part ce Busca Campeón, etc. Pour moi, c'est aussi la clé d'arriver à avoir les buts à temps. C'est-à-dire, parce que ça met très longtemps de convaincre aux élus, parfois. C'est mon cas. Je parle pas de... C'est mon cas. Et aussi, ça fait dépenser beaucoup d'énergie qu'il faut utiliser sur le terrain. Donc, ce qu'on a fait, finalement, c'est une fusion de la direction technique nationale et la formation. Vous avez vu avant que ce Busca Campeón, ça a été le cœur d'un vrai changement en Espagne, c'est-à-dire on a fusionné le développement technique, la formation et la haute performance. Et justement, j'essaie de montrer avec ce schéma, si je suis au centre national, et là c'est une espèce d'évolution, Bola Gonel Badminton, c'est Busca Campeón, club, pôle espoir, centre national. Moi je suis au centre national, moi je sais ce que je veux pour mes joueurs, moi je sais comme je veux que les joueurs jouent au badminton. Donc pour moi c'est important d'être aussi au CTD, au club, au SBC, de faire partie du développement des programmes, d'enseigner les joueurs et de former les entraîneurs. Parce que comme ça, on a au lieu d'avoir le cercle infernal dont on parlait, on peut produire en boucle. C'est-à-dire, si j'enseigne un entraîneur comme je vois le badminton, ça veut dire, moi j'ai accès au badminton de haut niveau parce que je vais au tournoi. Cet entraîneur peut commencer à entraîner avec un bon modèle. Donc quand les joueurs qui sont à la base arrivent au centre national, tout en passant par le club, CTD, etc., ils vont avoir au moins un modèle. Ils vont avoir déjà, ils l'ont déjà, moins d'erreurs techniques, tactiques, etc. Et du coup, même si j'investis beaucoup de temps à écrire les livres pour les entraîneurs, faire les vidéos pour les entraîneurs, entraîner en stage aux joueurs. Pour moi, c'est beaucoup mieux quand les joueurs arrivent au centre national. Moi, j'ai des joueurs, j'ai la matière première très très bien pour entraîner, pour travailler. Donc voilà, ça c'est une des stages d'entraînement. Donc le développement technique et la formation d'entraîneurs. Et donc maintenant, après 8 ans de travail dans ces logiques-là, on peut essayer d'évaluer encore une fois la situation en Espagne à niveau de résultats. Donc on a qualifié par la première fois, et par la première fois on a eu une victoire. Une victoire au JO, c'est rien, mais pour nous c'était important et pour le gouvernement espagnol aussi. Meilleur classement mondial de Pablo Avian, 20e. Première victoire aussi simple homme au JO 2012. Meilleur classement Carolina Marin, 25e mondial. Ernesto Velázquez, première médaille en 2007. Carolina Marin, vice-championne d'Europe junior 2009 alors qu'elle avait 15 ans. Championne d'Europe U17. Championne d'Europe junior 2011 et vice-championne Béatrice Corrales. Donc c'était une finale espagnole qui était jamais arrivée. Et médaille de bronze au championnat du monde junior en simple dame. Donc pour nous, ça c'est une évaluation assez positive de notre travail en 8 ans. Et bon, on est assez content, mais il faut dire qu'en ce moment, les médailles qu'on a, c'est à niveau junior. Au niveau junior, il faut continuer le développement. Maintenant, c'est le plus difficile. L'accès aux super séries, aux médailles, aux Européens seniors et aux championnats du monde et JO, évidemment, ça c'est le plus difficile. Donc, je sais qu'on a du boulot pour faire. Et pour finir, je crois, oui, pour finir, je voudrais me présenter comme entraîneur et comme ça on peut enchaîner pour
l'entraînement de cet après-midi. Donc pour moi, vous avez vu David, il disait Fernando ci, Fernando là, Fernando machin. Oui, donc, ma priorité, c'est le badminton dans ma vie. Je sais, je suis fou. C'est une maladie, je le sais, mais j'aime bien. Et j'adore ce que je fais. J'adore. Moi, j'imagine que vous aussi, sinon vous n'irez pas là. J'ai des principes et des convictions comme entraîneur qu'on va voir cet après-midi. J'ai l'habitude de me remettre en question à chaque fois, surtout quand on a des résultats, parce que les victoires ne nous font pas avancer, les médailles ne nous font pas avancer. Quand on perd, on se remet en question, mais c'est très important aussi de se remettre en question quand on gagne. J'ai un goût assez développé par l'innovation. Je connais les modèles danois et chinois et l'approche scientifique. C'est ma formation. Voilà, j'ai fait STAPS, DEA, STAPS Orsay. J'ai commencé à faire mon doctorat en Hollande, tout sur le badminton. Mais j'ai arrêté parce que j'étais appelé par la fédération et ça m'intéressait plus. Donc j'ai compte finir un jour. Et pour moi, c'est très important l'analyse d'autres sports. Je crois qu'il y a beaucoup de sports qui peuvent nous apporter beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur le badminton. Donc je crois que il y a beaucoup de tennis. Pour moi, le volley, c'est le sport qui peut apporter le plus au badminton en termes des structures de jeu. Communication et persévérance dans les discours. Je vous ai dit 7 ans. On a mis en place le mini-badminton, mais ça a été pendant 7 ans. Et après, je voudrais expliquer 2 concepts qui pour moi sont très importants dans le niveau. La démocratie et la justice. À chaque fois que je parle de ça avec les entraîneurs, on n'est pas forcément d'accord. Mais le sport de niveau, comme on dit ici, n'est pas démocratique, c'est-à-dire les meilleurs doivent avoir plus. Et ceux qui on croit qu'ils vont arriver plus loin doivent avoir plus. Et le reste, je suis désolé, on n'est pas tous nés pour être champion. Un champion, il y a un seul. Donc il faut essayer de développer, il faut mettre tout ce qu'on a pour faire des champions. Et la justice aussi, c'est par rapport au concept de démocratie. C'est-à-dire, oui, c'est clair que si on parle en termes généraux, si je donne plus à une personne qu'à une autre, ça peut paraître pas juste, mais en fait c'est juste, parce que cette personne est meilleure que l'autre. Cette personne consacre plus de temps à son entraînement, est plus investie, etc. Donc ces 2 concepts pour moi sont très importants pour essayer de comprendre les choses qu'on a mises en place, surtout par rapport aux jeunes joueurs et aux vieux joueurs. Donc ça a été un peu rapide, c'est bien, et j'espère qu'il y a des questions. Je crois que personne ne s'est endormi. Qui attaque, sachant qu'on va se revoir. Ça va. J'ai dit que je suis désolée, je ne suis pas partie de l'information, mais ça m'a intéressé de participer. Et puis j'ai une question à poser. C'est un ado parce que j'ai eu une réaction au début et après la compétition. Et j'ai pu comprendre que Carolina, elle s'entraîne avec les autres qui s'entraînent beaucoup plus que les autres. Et quel est l'argument pour leur convaincre de mise à fond? Parce qu'on sent
ensemble on fait ça et comment l'accompagner. Attends, tu peux répéter la première partie de la question, s'il te plaît? Donc comment on était avec Carolina, combien d'heures elle s'entraîne par jour, par semaine, Oui. et comment vous avez convaincu qu'elle puisse le mettre à 100% dès le très jeune âge, à 100% africaine, parce qu'elle pourrait devenir champion dans le futur, et l'accompagnement dans le futur. Oui, donc Carolina, elle s'entraîne environ 6 heures par jour, entraînement technique, physique, psychologique, etc. Entre 4 et 6 heures par jour, et depuis qu'elle a 14 ans. Il n'y a pas des grands secrets, c'est-à-dire si on veut être des champions, il faut s'entraîner. Donc d'un côté, c'est le nombre d'heures, d'un autre côté, c'est comment on distribue les horaires. Au Centre national, on a la chance d'avoir une école pour les mineurs. Donc elle a fait son baccalauréat, d'ailleurs elle le finit. Quand elle est arrivée au Centre national, elle avait 14 ans. C'était vraiment une fan du badminton. Elle adore le badminton et elle était championne minime, etc. Donc elle voulait être championne du badminton. Je me souviens d'ailleurs quand elle est allée la première fois avec l'équipe nationale, quand elle t'a vu jouer, elle était son idole. Donc oui, j'ai dit voilà, il faut que tu regardes en lien, etc. Et donc oui, elle arrive au Centre national. On commence à faire des entraînements techniques parce que là où elle était, elle n'avait pas eu la chance d'avoir un bon entraînement. C'était un diamant qu'il fallait, je ne sais pas comment dire, hein, dégrosser, voilà. Et donc honnêtement, pour moi, c'était la première fois qu'elle a eu la médaille d'argent aux Européens juniors. Oui, on savait qu'elle avait la chance, mais qu'elle avait une chance de l'avoir, mais on est allé comme on est allé, on l'a bien préparé, mais c'était pas une certitude. Donc pour nous, voilà, on est sur le chemin. La progression est la bonne. D'ailleurs, c'était rapide. Et pour convaincre, surtout c'est la relation avec les parents. Au jeune âge, il faut avoir une très très bonne relation avec les parents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette bonne relation, surtout au début, quand elle était petite. Ils m'appelaient tout le temps, je les appelais, et c'était vraiment un travail d'éducation des parents, ce qui te fait travailler encore plus, qui fatigue beaucoup, parce que parfois, on n'est pas forcément d'accord sur les choses, sur l'éducation. Mais bon, c'est clair que les parents ont fait beaucoup de confiance. Je me souviens quand ils sont arrivés à Madrid avec leur fille, ils disent voilà, ma fille, 14 ans, ils sont partis. J'imagine, moi j'ai pas d'enfant, mais j'imagine que ça doit être dur de laisser la fille de 14 ans à 600 km de chez eux. Donc il y avait beaucoup de communication avec les parents. Et puis, ce qui est difficile en ce moment, c'est qu'elle est tout seule. Il y a Béatrice Corrales aussi, mais il y a quand même une différence de niveau. Donc, c'est pas évident d'être tout seul entre garçons. S'entraîner entre garçons, j'imagine que tu as eu le même problème. Et oui, donc maintenant, on fait face à des problèmes différents. Mais bon, en ce qui concerne l'entraînement, la coordination avec l'école et avec les parents, beaucoup de communication et beaucoup de il faut être malléable aussi pour les horaires, etc. Bonjour. Pour revenir à ce que vous disiez par rapport aux objectifs pour le pôle entraîneur, le développement des entraîneurs et des joueurs en haut niveau, est-ce que vous avez prévu, alors c'est peut-être un peu sur le long terme, mais pour les joueurs qui vont accéder au haut niveau sur un certain nombre d'années, pour qu'ils puissent, sur le plus long terme, s'ils ne veulent plus jouer au badminton, pouvoir accéder au poste d'entraîneur peut-être plus facilement, qu'ils ont suivi une formation. Oui, et justement, surtout pour les joueurs qui sont au centre national,
presque tous font des études en sport. Donc ça aide. Et mais déjà c'est le point numéro 1. Numéro 2, ils ont une formation implicite à l'entraînement tous les jours. Et par contre, il faudrait voir dans l'avenir comment on est capable de les reconvertir en entraîneurs. Ce qui est très intéressant d'ailleurs. Parce qu'en ce moment, c'est pas le cas. C'est-à-dire, moi, je suis entraîneur. Moi, j'ai pas été à haut niveau en tant que joueur. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs, peut-être 2 ou 3 entraîneurs qui ont été joueurs de haut niveau en Espagne. Mais ils sont pas vraiment. Il y en a que 2 qui sont vraiment investis dans le nouveau système. L'autre, pas tellement. Donc oui, dans l'avenir, il faudrait penser à comment, si je ne veux pas jouer, comment je peux me reconvertir. Oui, très intéressant. Ouais, tout à fait. D'autres questions? On s'arrête là pour le moment. Donc merci pour cette première partie.